Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. Ce nourrisson abandonné par sa mère à Kolda, la structure de santé n'a pas pu identifier la maman qui s'est volatilisée après l'accouchement dans la nuit du jeudi au vendredi. Les auditions par la Haute Cour de justice démarrent ce lundi 19 mai. L'ex-ministre de la Santé, première sur la liste des 5 à répondre dans le cadre de la gestion des fonds du Covid-19. La famille de l'étudiant Prosper Senghor dépose ce samedi une plainte devant le tribunal de grande instance de Saint-Louis, ce grâce à la révision de la loi d'amnistie. Et puis bientôt, une réforme sur le paiement des loyers qui seront désormais déposés à la Caisse de dépôt et de consignation. Une mesure saluée par la société civile. Vous entendrez Momar Ndao dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. C'est un bébé de sexe féminin qui a été abandonné par sa maman dans la nuit du jeudi à vendredi après son accouchement au poste de santé de Silico Ouest dans la commune de Kolda. La dame a pris la poudre d'escampette. Elle serait âgée d'une trentaine d'années. Plus de détails avec Abdoulaye Diop. Ce bébé est un nouveau-né de sexe féminin abandonné par sa mère au poste de santé du quartier Sikilo Ouest, communément appelé hôpital Croix-Rouge. La sage-femme du dit poste de santé qui n'a pas voulu se faire filmer a été enregistrée au téléphone. J'ai reçu une dame qui est venue accoucher dans notre structure ici à Sikilo Ouest à 1h20. La dame est venue accoucher, c'est moi-même la sage-femme qui l'ai accouchée à 1h20. À 3h du matin, j'avais eu un deuxième accouchement. 6h du matin, je suis partie me reposer. C'est à 7h que la matrone m'appelle pour me signaler que la dame que j'ai accouchée, elle est partie, elle a laissé le bébé. Elle a quand même pris le soin d'informer les éléments de la brigade de gendarmerie de Kolda et ceux de l'AMO. Oui, la gendarmerie a informé, les gens de l'AMO ont été venus ce matin également. L'enfant est en très bon état. Très bon état. L'enfant n'a rien du tout. C'est nous-mêmes au niveau du poste qui lui ont donné le linge. On lui a fait le nécessaire qu'il faut. Actuellement, le bébé est ici au sein du poste Sikilo Ouest. Le bébé n'a rien et on est en train de l'alimenter. Les cas d'abandon de nouveau-nés sont devenus récurrents à Kolda. Voilà, nous vous le disions en titre, gestion des fonds Covid-19. L'ex-ministre de la Femme en tête de liste à la Haute Cour de justice, Ndeye Saly Diop, sera auditionné ce lundi 19 mai. Son mandat de comparution lui a été notifié le jeudi 15 mai par la division des investigations criminelles. Autre personnalité attendue, l'ancien ministre et maire de Louga, Moustapha Diop, à la Cour de justice ce jeudi 22 mai dans le cadre d'une enquête sur un détournement de 930 millions de francs CFA. Le lundi 26 mai, ce sera le tour de Mansour Faye, l'ancien ministre du Développement communautaire, et puis 2 autres ex-ministres, notamment Ismaïla Madior Fall et Sophie Gladima. Enfin, la famille de l'étudiant Prosper dépose une plainte ce samedi devant le tribunal de grande instance de Saint-Louis grâce à la décision du Conseil constitutionnel du 23 août 2025 qui lève l'obstacle sur la loi d'amnistie, nous dit Ousseynou Diop. Le dossier de l'étudiant Prosper Clédor Senghor, étudiant en licence 1 de mathématiques appliquées et en sciences sociales à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, survenu le 21 février 2024 à l'hôpital principal de Dakar, continue de susciter des interrogations. Sa famille a déposé ce vendredi 16 mai une plainte contre X auprès du tribunal de grande instance de Saint-Louis. Parce que depuis lors jusqu'à maintenant, on n'avance pas et qu'il faut que la lumière soit faite. Il faut que justice soit faite sur ce dossier. Le jeune homme était plein d'avenir, donc on a perdu, mais aussi on a toujours espoir avec l'État du Sénégal. Un acte qui coïncide avec l'inauguration du nouveau palais de justice de Saint-Louis et qui vise à réclamer toute la lumière sur les circonstances entourant la mort de cet étudiant lié à des blessures subies lors d'une manifestation contre le report de l'élection présidentielle de 2024. Maître Kandiak François Senghor, l'avocat de la famille, veut que toute la lumière soit faite. C'est une mort violente. Nous avons déposé plainte pour demander que justice soit faite. On n'a pas pu le faire à l'époque parce qu'il y avait la loi sur l'amnistie. Mais avec la dernière décision du Conseil constitutionnel, telle que rédigée, telle que libellée, nous estimons que cette loi ouvre aujourd'hui la voie
à ce que les familles des victimes puissent porter plainte et réclamer justice. Aujourd'hui, la famille de Prosper Clédor Senghor a déposé une plainte contre X au tribunal régional de Saint-Louis. Elle réclame des mesures urgentes et sans délai pour l'arrestation de l'auteur de l'assassinat du défunt étudiant. Nous restons à Saint-Louis avec la coordination des étudiants de Saint-Louis qui commémorent les 7 ans du décès de leur camarade Fallou Sène, assassiné en 2018 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils invitent le procureur à situer les responsabilités. Voici un des leurs, Saro Kara Sadio, qui est le président de séance, au micro de Ousseynou Diop. Donc aujourd'hui, il faut dire que 7 ans après, justice n'a pas été rendue, 7 ans après, la vérité n'est pas dite, 7 ans après, les responsabilités ne sont pas situées. C'est pourquoi la coordination des étudiants de Saint-Louis sort encore pour réclamer justice. La coordination des étudiants de Saint-Louis interpelle le procureur de la République qui était au moment de ces événements-là, le procureur de Saint-Louis, quand même, qui maîtrise aujourd'hui, disons que personne ne maîtrise mieux le dossier que lui, donc à situer les responsabilités et interpelle aussi le président de la République et l'ensemble du gouvernement pour qu'il rouvre ce dossier-là qui est très important pour la coordination des étudiants de Saint-Louis, mais pour l'ensemble des étudiants du Sénégal. Donc c'était ça, la coordination des étudiants de Saint-Louis réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l'étude. Crise au sein de la FGTSB, le procureur de la République saisi d'une plainte contre Malo Diacham, 15 secrétaires généraux de syndicats sur les 20 affiliés à la centrale annonce une nouvelle plainte bientôt à la cybercriminalité. Selon eux, l'État reste passif malgré l'évidence. Plus de détails avec Al-Hassan Ba et Mohamed Ba. Ils sont très remontés contre Malo Diacham qui, selon eux, s'adjuge de façon illégale le titre de SG de la FGTSB. C'est pourquoi Moussa Sissoko et ses camarades ont décidé de saisir la justice. Ils estiment qu'il n'y a jamais eu de crise au sein de cette centrale. C'est l'État qui veut créer un conflit qui n'existe pas. Il n'y a pas de conflit. Ce monsieur-là, jusqu'à l'extinction du soleil, il ne peut pas diriger la FGTS, il est illégitime. Maintenant, moi en tout cas, j'ai saisi la justice. J'ai saisi le procureur de la République par rapport à ce dossier-là. Il a accusé les 15 secrétaires généraux des syndicats professionnels affiliés à la FGTS de faussaires. Et je vais vous dire une chose. Lundi matin, les secrétaires généraux sont là avec moi. On va déposer une plainte contre lui au niveau de la cybercriminalité pour dire où est-ce que nous, les secrétaires généraux là, ont usurpé leur signature. Pire, selon eux, l'acte posé par Malo Diacham à l'OIT est juste regrettable. Une protestation concernant la désignation de la délégation des travailleurs du Sénégal. Saisis sur cette question, ils pensent que le gouvernement du Sénégal n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Excessivement grave, venant d'un État, d'un gouvernement. C'est vous-même qui dites que c'est Moussa Sissoko qui a fourni des documents qui attestent de sa légitimité de secrétaire général. Mais à côté, l'autre n'a rien fourni. Et vous dites maintenant que le problème-là doit être résolu au niveau. Bien, donc, à quoi sert l'État? Si l'État ne peut pas trancher dans cette histoire-là, moi je ne vois même pas à quoi sert le ministère du Travail. Ils interpellent l'État du Sénégal. Ce dossier-là, nous l'allons brandir partout au Sénégal et vous allez voir. Maintenant, si le gouvernement ne peut pas trancher, moi je dirais tout simplement que vraiment, je suis désolé de le dire comme ça, je ne vois pas l'opportunité. Est-ce que nous avons un État si l'État ne peut pas trancher sur ce dossier-là? Cette rencontre a été l'occasion de se réjouir du protocole d'accord signé récemment entre la FGTSB et la SOCOSIM portant sur l'application du décret 2009-1412 fixant la protection particulière des travailleurs employés des entreprises de travail temporaire. Des revendications qui portaient entre autres sur la régularisation de la situation des travailleurs, des augmentations sur salaire brut et des primes trimestrielles brutes. Un reportage signé plutôt par Al-Hassan Ba et Mohamed Dia. Sur l'agriculture, les producteurs maraîchers de la zone des Niayes, toujours en colère, ils déplorent le mauvais stockage de tonnes d'oignons et de pommes de terre qui pourrissent à quelques jours de la Tabaski. Difficile d'écouler leurs produits face à la concurrence des agro-business, comme nous l'explique ici Cheikh Anta Diop Seylatir.
Ils sont venus de Nottoguy Diamant, Diogo, Fass Boy, Mbetet 1, Mbetet 2, Khonkhoyoy et Keur Mbir Ndaw. Ces producteurs de la zone des Niayes regroupés au sein d'un cadre de concertation évaluent la grève qui a été décrétée par les maraîchers il y a de cela 2 semaines. En fait, le mouvement de grève a connu une réussite sur le plan organisationnel. Et ça a permis donc d'alerter et de faire comprendre à l'État donc les difficultés vécues par les producteurs donc de la zone des Niayes. Ces producteurs ont également réaffirmé les différents points de revendication. Ceux-ci s'articulent autour de la commercialisation et la concurrence déloyale des agrobusiness. Les difficultés sont liées à une problématique donc de commercialisation. Et aujourd'hui sur le terrain, nous notons le pourrissement donc des stocks de pommes de terre et d'oignons du fait que nous ne parvenons pas à écouler donc notre production due à une concurrence déloyale donc des agrobusiness installés au Sénégal. Les producteurs sont cloués sous donc le poids donc des dettes des fournisseurs, des banques et ils ne parviennent pas à écouler leur production. Et à l'approche donc de la fête de Tabaski, les producteurs ont d'énormes difficultés pour subvenir à leurs besoins. À quelques semaines de la Tabaski, des tonnes de pommes de terre pourrissent dans les périmètres maraîchers. Face au mutisme des autorités, les producteurs dénotent un manque de respect et de considération envers eux, disent-ils. Toujours à Touba, sur le front social, les travailleurs de l'hôpital Namato affiliés au syndicat démocratique réclament de meilleures conditions de travail. Autre réclamation, les 800 millions de francs CFA du Grand Magal de Touba 2024 annoncés par le ministre de la Santé, mais également un audit de la gestion de l'hôpital, suivant les propos du secrétaire général au micro de Pape Bala Gueye Talassambe. Comme un seul homme, les travailleurs de la santé de l'hôpital Ndamato de Touba affiliés à la STD 3S ont élevé la voix pour de meilleures conditions de vie et de travail. Pancartes à la main sur lesquelles on pouvait lire « Nous réclamons les 800 millions de francs CFA du Magal 2024. Nous déplorons le manque de réactifs récurrents. Nous réclamons le recrutement du personnel contractuel, entre autres. » Yahya Barou, secrétaire général du syndicat démocratique de la santé et du secteur social, section Ndamato, tire la sonnette d'alarme face aux urgences de l'heure. Vu la fréquence, l'affluence, la situation géographique et en même temps, comme l'hôpital Ndamato est la première structure sanitaire de Touba et environnant. Présentement, les ambulances n'ont pas de capacité de transférer les patients sur Dakar. S'il y a une référence sur Dakar, ou même en dehors de Touba, la structure fera recours à un poste de santé pour en emprunter, car aucune des deux ambulances ne peut sortir de Touba à cause de leurs états. En plus, nous réclamons que l'hôpital de Ndamato soit érigé en niveau 2 à travers l'accroissement de la capacité d'accueil, l'augmentation de la demande de services. Parmi la liste de doléances figure en bonne place le poids de la masse salariale et la prise en charge du personnel contractuel qui traverse des moments jugés difficiles, mais surtout les 800 millions de francs CFA promis par la tutelle à la veille du Magal 2024. Nous interpellons son Excellence, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour le recrutement du personnel contractuel de l'hôpital dans la fonction publique du Sénégalaise. En plus, nous réclamons les 800 millions destinés pour le déroulement du Magal et le fonctionnement des structures hospitalières de Touba, promis par le Premier ministre, par le ministre de la Santé et de l'Action sociale aux 3 hôpitaux de Touba lors des préparatifs du Magal de Touba édition 2024. Également, nous exigeons l'avancement du personnel. Non sans réclamer un audit de la structure de santé, les membres du syndicat des travailleurs de la santé et du secteur social section Ndamato fixent un ultimatum de 3 mois aux autorités et menacent de passer à la vitesse supérieure si les revendications ne sont pas prises en charge dans les délais. Pape Bala Gueye, pour une bonne santé des populations, les structures sanitaires doivent être mieux dotées en logistique. Ainsi, plus de 100 millions de francs CFA ont été injectés dans certains centres de santé, selon le maire de la commune de Colobane, Fass Gueule Tapée, Abdoul Aziz Paye, est au micro de Modoufal. Venu renforcer davantage le dispositif médical qui est en place, parce que nous pensons qu'il n'est plus nécessaire pour les populations de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane d'aller où que ce soit pour pouvoir accoucher leurs enfants. Tout le dispositif est pris en charge ici au niveau de ce poste de santé Seigne Moustapha Sy Djamil, mais aussi au niveau du centre de santé de Colobane. Et nous leur exhortons
de travailler davantage à une meilleure communication pour que ce poste de santé puisse se hisser à un niveau beaucoup plus élevé encore. Parce que notre objectif et notre ambition que nous partageons avec le médecin-chef de district, c'est de faire passer d'un poste de santé à un centre de santé. Parce que nous pensons qu'il y a assez de population pour migrer vers un centre de santé. Mais pour cela, le travail approximatif, le travail de début devra être fait non seulement par les agents, mais aussi par l'accompagnement de la mairie et aussi par les organes des communautés de base. Nous devons merci aussi au ministère de la Santé de nous avoir accompagnés dans le cadre de la digitalisation des recettes de ce poste de santé, M. Moustapha Sy Djamil, ce qui fera renforcer davantage la transparence qui était déjà là et que nous pensons qu'un bon usage sera fait de ce matériel et qu'ensemble, nous allons construire quelque chose de solide pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos femmes et l'avenir de la population sénégalaise en général et particulièrement celle de la commune de Gueltapé-Fass-Colobane. Autre fait marquant dans ce journal, nous vous le disions en titre, bientôt des futurs locataires pourront désormais déposer leur caution à la caisse de dépôt et de consignation. Une réforme de la caisse, la CDC, annoncée par son directeur général, une mesure saluée par Momar Ndao, le président de la Commission nationale de régulation des loyers à usage d'habitation, estime que cela soulagera les bailleurs et les locataires et permettra également à l'État de lister les bailleurs pour le paiement des impôts. Voici les propos de Momar Ndao. C'est une excellente proposition qui avait déjà été faite d'ailleurs par un député, qui avait été donc suggérée par un député. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à l'avantage de trois parties. La première partie, c'est le bailleur. Vous savez que les bailleurs, en général, quand les locataires partent, ils disent « je vais consommer ma caution », donc ils vont rester 2 mois sans payer. Et c'est au détriment du bailleur. Ça, c'est un élément extrêmement important. L'autre avantage pour le bailleur, c'est que si vous devez rembourser, mettons, 1 500 000 francs en locataire, c'est quand même une somme d'argent importante à sortir. Donc si vous l'aviez déjà consommé, ça va être difficile aussi pour vous de rassembler cette somme immédiatement. Alors que si vous l'avez au niveau de la caisse de dépôt et consignation, cela vous facilite la chose. L'autre avantage maintenant pour le locataire, vous savez que les locataires, très souvent, en partant, ils ont des difficultés pour récupérer leur caution parce qu'il y a souvent des petites entourloupes qui sont organisées par certains bailleurs. Et c'est une garantie pour le locataire que sa caution est quelque part et que s'il n'y a pas de travaux à faire, il va la recevoir. L'autre élément important, c'est que la troisième partie qui gagne, c'est l'État. Cela va permettre à l'État d'identifier tous les bailleurs et de leur faire payer les impôts, parce que les bailleurs sont des entreprises qui gagnent de l'argent et qui doivent pouvoir donc payer l'impôt. La polémique enfle autour de l'arrestation de vendeurs de viande de chat à Dakar, un acte déploré à la fois par les clients et certains activistes. Ces derniers exhortent les services d'hygiène à renforcer leur vigilance. C'est un reportage signé Habib Faye. La colère se lit sur leur visage, ces clients de bol appelés Frochaya en langue locale. Une activité commerciale exercée par des étrangers. 2 d'entre eux ont été arrêtés à cause de la vente illicite de viande de chat. Sincèrement, ça nous fait du mal. Ces étrangers-là ne font que saboter. Par contre, je connais les gens qui vendent ces viandes ici à Buntu Pikin. C'était leur grand frère qui était sur les lieux. C'est pour cela que j'ai confiance en eux. On dirait que c'est de l'anarchie. Les gens occupent tout l'espace. Il suffit juste de pouvoir payer la patente et de s'installer. On doit revoir le fonctionnement en faisant un tri, bien sûr. Les vétérinaires ont un rôle prépondérant. Je ne sais pas s'ils ont les moyens nécessaires pour faire correctement leur travail. Ils doivent alors sillonner tout le territoire national et veiller à ce qu'ils vendent de la viande propre à la consommation. De l'autre côté, le rappeur activiste invite le service d'hygiène à plus de vigilance. Le service d'hygiène doit faire son travail convenablement. Il doit aussi veiller à ce que les gens consomment, mais aussi
interpeller ceux qui vendent de la viande impropre à la consommation. Cependant, les vendeurs de bol Frochaya s'inquiètent de la situation. Ils se disent être en règle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous achetons notre viande à la Sogas et on nous a bien donné une notification. Vous l'avez vu, ça, c'est un papier, c'est-à-dire une notification. On me l'a donné à la Sogas pour certifier que la viande est propre. Et maintenant, ceux qui vendent de la viande de chat doivent être punis par la loi. Mais très sévèrement. La commercialisation de cette viande impropre à la consommation sème la polémique dans la capitale, ce qui inquiète les habitués de ce mets. Pour les vendeurs, leurs activités pourraient être menacées. Attention, vigilance donc, surtout chez les Menguènes férus de viande. Nous vous le disions, l'Ordre des architectes du Sénégal alerte. Beaucoup de bâtiments à Dakar ne répondent pas aux normes recrues de construction. Résultat des effondrements tous azimuts. Le dernier en date, Nguer, qui a enregistré 2 morts. Une anarchie totale selon l'Ordre. Voici Lamsar Diop, propos recueillis par Fatima Touré. Il y a eu beaucoup d'anarchie dans la construction. Ce que je peux vous dire, c'est que tous ces bâtiments qui s'effondrent n'ont pas respecté les règles de construction. Ou bien il y a eu des facteurs extérieurs qui sont venus quand même, je dois dire, accélérer ce processus qui a fait que ces bâtiments sont en train de s'effondrer. Les architectes, dans l'acte de bâtir, ont un rôle certes important, mais n'ont pas tous les rôles. Ce n'est pas eux qui réalisent les bâtiments. Et la question fondamentale qu'on ne se pose pas aussi, quelle est la responsabilité des maîtres d'ouvrage? Parce que dans ce cas précis de ce bâtiment dont vous parlez, nous, ce qu'on a eu à constater, c'est un bâtiment qui existait et qu'il y a une surélévation de 2 étages. Dans quelles conditions, on ne sait pas. Qui l'a fait, comment ça a été fait, on ne sait pas. On ne sait même pas s'il y a une autorisation. On n'a pas une idée sur les intervenants. Mais toutes ces archives, en particulier pour l'autorisation de construire, ça doit exister au ministère, ce sont les archives du ministère. C'est là où on doit interroger. L'Ordre des architectes du Sénégal se prononçait en marge d'une rencontre sur un symposium qui sera organisé les 22 et 24 mai prochains sur le thème organisé pour repenser les villes africaines pour une perspective durable. Tout de suite, l'actualité internationale avec ceci. L'ex-président gabonais Ali Bongo et sa famille libérés et présentement à Luanda, annonce faite par la présidence angolaise ce vendredi à travers les réseaux sociaux. La nouvelle intervient 5 jours après la sortie de prison de l'épouse de Ali Bongo, Sylvia, et de son fils Noureddine. La mesure met fin à 19 mois de captivité à Libreville après le coup d'État de l'actuel président finalement élu démocratiquement en avril 2024. Nous terminons par l'actualité sportive avec ce football local Coupe du Sénégal. Le Jaraaf de Dakar éliminé en demi-finale par Builders, un club de la Nationale 1. C'est à l'issue d'un tir au but 5-1. Le club de la Patte d'Oie rejoint la Génération Foot en finale. C'est un reportage signé Abdoulaye Diop. C'est sous une ambiance chaud-bouillant que le stade de Ngor a accueilli la rencontre Jaraaf FC Builders. Les tribunes étaient en effervescence, les supporters du Jaraaf ont mis le feu. De l'autre côté, c'était plus discret en début de match. Sur le Jaraaf impose rapidement son rythme. À la 23e minute, l'arbitre désigne le point de pénalty. Fallou Fall s'élance et transforme la sentence.
1-0, les supporters exultent, le stade tremble. Mais les Builders ne plient pas, mieux, ils résistent avec une défense compacte et disciplinée, malgré les assauts répétés du leader du championnat. En seconde période, les hommes de la Padoue reviennent avec d'autres intentions. Ils veulent écrire l'histoire. À la 79e minute, profitant d'une erreur défensive du Jaraaf, ils égalisent. Le banc explose. Les deux équipes se neutralisent jusqu'à la fin du temps réglementaire. Place aux prolongations. Dès l'entame des prolongations, le Jaraaf tente de reprendre l'avantage. Sur un coup franc joué à 2, Mamadou Niang se lance dans un raid solitaire et trouve les filets. 2 ans. Et c'est le but! Et c'est le but! Le deuxième but du Jaraaf! Marqué! Et joué à Ahmed Niang! Marqué par Mohamed Niang! C'est le Jaraaf! Ouais! Il ne connaît pas, c'est le Jaraaf! Le Jaraaf croit avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter sur la détermination des Builders. Quelques minutes avant la pause des prolongations, ils reviennent encore une deuxième fois au score. 2 buts partout. Un exploit est en train de naître. Tout se joue maintenant au tir au but. Les Builders gardent leur sang-froid. 4 tirs, 4 réussites. Le Jaraaf en rate 1. Il ne reste qu'un tir aux Builders. Pour conclure. Et c'est fini! Builders qui élimine Jaraaf! Et c'est fait, exploit monumental, le Jaraaf est éliminé. Builders FC, créé en 2020, accède à la finale de la Coupe du Sénégal. En parcours express, monté en National 2 en 2023-2024, puis en National 1 en 2024-2025, le club de la Padoue ne cesse de surprendre. Elle fera face à la génération foot qui n'a pas tremblé et qui a dominé les Guelwases, mettant fin à leur rêve. La grande finale opposera donc Génération Foot aux Builders FC, une affiche inédite pleine de suspense et de promesses. D'un côté, une école de foot réputée, de l'autre, un jeune club sans complexe. Voilà qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. C'était une réalisation de Ibrahim Khan à la régie, Pierre Da Silva aux côtés de Abdourahmane et Fatima. Excellente suite des programmes sur la télévision Leader. Au revoir.